Ce podcast vous est présenté par Audible.fr. Vous aimez les podcasts ? Vous allez adorer les livres audio. Cet été, plongez dans de nouvelles histoires avec l'application Audible. Que vous soyez polar, romance ou coaching, écoutez vos livres audio les pieds dans l'eau. Avec l'offre d'essai, le premier livre audio est offert sur audible.fr/slate. Vous écoutez Transfert, je suis Charlotte Pudlowski et nous entamons une deuxième saison. Vous êtes toujours en train de plier vos chaussettes, de conduire vers vos vacances et nous continuons de chercher des histoires. Celle d'aujourd'hui est arrivée directement dans nos boîtes mail. L'histoire d'une adolescente, fascinée par le macabre, qui l'a côtoyée d'un peu trop près. L'histoire d'un fantasme guéri par la réalité. C'est l'histoire de Lou, signée Alexandre Moniol. Quand j'étais au collège, j'étais un peu rebelle, je dirais. Et en même temps, je faisais partie des darks du collège. Il y a toujours des catégories, les girly, les sportifs. Moi, je faisais partie un peu ceux qui étaient bizarres, avec des colliers à pic, toujours habillés en noir. J'avais une fascination pour Marilyn Manson. Et j'ai toujours été attirée par ça. J'adore le cinéma. Et c'est vrai que tous les films des années 30 me fascinent, et comme Freaks, comme les films de Fritz Lang aussi. Un film aussi qui s'appelle Dans ma peau, où c'est une femme qui va apprendre à découvrir son corps, mais en se mangeant. Et c'est vrai que le milieu carcéral m'a toujours intriguée et passionnée. Enfin, c'est un endroit glauque avec plein de gens qui ont des secrets, et découvrir les secrets, et pourquoi ils sont là et pourquoi ils ont fait ce qu'ils ont fait. Parce qu'ils peuvent être en prison parce qu'ils ont fait un petit vol à l'étalage, comme quelque chose de plus grave, un meurtre. Et c'est vrai qu'au collège, j'ai voulu être psy dans le milieu carcéral pour essayer de comprendre, et puis aussi essayer d'aider, parce que je suis assez altruiste et j'aime bien aider les gens différents que personne veut aider. Et surtout d'essayer de comprendre. Alors c'est peut-être de la curiosité malsaine aussi. Mais je pense qu'au fond, chaque être humain a une part de vice. Et moi, c'était peut-être la mienne à ce moment-là. J'habite chez ma maman, dans une petite ville de province, en centre-ville. C'est plutôt calme. Bon, par contre, quand il se passe quelque chose, tout le monde le sait, bien évidemment. La gare est pas très loin de la maison, le collège non plus, les lycées. On est assez proche de tout, en fait. On se déplace à pied, c'est plutôt sympa. C'est un soir de semaine. Je crois que il me semble que c'est un lundi. On est en septembre. Et dans le collège où je suis, il y a un internat avec tous les lycéens, les collégiens aussi. Et là, je vois au loin plein de jeunes qui arrivent d'un lycée. Donc je suppose qu'ils sont internes. Et alors là, tout s'arrête. Mon regard se pose. J'étais avec des copines, je crois que je les vois même plus. Et je vois au loin une toute petite personne qui fait ma taille, c'est-à-dire 1m60, à peu près. Et là, c'est vrai que je n'ai Dieu que pour lui. Il a une dégaine plutôt squelettique, un peu nonchalant. Je crois qu'il porte un jean avec des Converse. Sur sa Converse, d'ailleurs, il y avait un espèce de gros pic. Enfin, moi, je trouvais ça super sexy. Ça peut faire peur, mais un espèce de gros pic à l'avant de sa Converse. Il avait un pull noir. Il était maquillé aussi. Donc c'est ça. Je pense que ça me plaisait aussi un petit peu ce côté mystérieux, on ne sait pas trop. Ah oui, il avait comme un casque aussi sur la tête. Il avait il a les cheveux très noirs. Et ça lui faisait vraiment comme un casque un peu à la placebo. C'était ce côté-là qui plaisait, je pense. Et il s'approche de moi. Et là, au moment où il est vraiment proche de moi, je me suis sentie obligée de lui parler. Je sais pas, un élan, une pulsion. Et en fait, il avait une petite manche noire et rouge rayée. Et là, je le regarde et je lui fais « Hey, super ta manche !» Il se retourne, il me fait un grand sourire et il me dit merci. Et alors, le fait qu'il m'ait fait ça, j'étais sur un nuage. Non, mais j'avais l'impression d'être au pays des bisounours, quoi. Et là, je me suis dit waouh, qu'est-ce qui se passe ? Faut absolument que je le revoie, il faut que je sache de quel lycée
Il vient, il est interne, donc ça veut dire qu'à telle heure, il est dans mon collège. Je crois que je vais rester en études plus longtemps et plus souvent. Et comme ça, je vais le croiser tous les soirs jusqu'à ce que je puisse lui parler. Je sortais avec des potes, on essayait de me présenter d'autres gens. Je m'en fichais, je pensais qu'à lui, sans arrêt. Je faisais un truc, je pensais à lui. Et c'est vrai qu'à l'époque, il y avait MSN, etc. Donc là, je me suis dit, tiens, on va peut-être essayer de renouer contact par MSN. Et ça a fonctionné. J'étais trop happy, c'était trop génial. Et alors là, bien sûr, je passais des heures à checker s'il était connecté, pas connecté. Et puis je lui parlais. Et là, le lien a commencé à se créer. Et c'est vrai qu'il m'a proposé un week-end chez lui, en tout bien tout honneur. Et je crois que c'était les plus beaux jours de ma vie. C'était magique, on n'a pas dormi pendant 2 jours. On n'a rien fait ensemble, on s'est pas embrassés, et c'était totalement platonique. Mais en même temps, il y avait cette force entre nous que je peux toujours pas expliquer. Il y avait un truc. À ce moment-là, pendant le week-end, il joue du synthé. Moi, j'adore le piano, donc c'est un plus. Et il joue beaucoup de musique funéraire. Alors, moi, je trouve ça sexy, romantique. Alors, c'est pas une musique de mariage ringarde. Non, en fait, il est lui. Et d'ailleurs, dans sa chambre, c'est particulier parce que il a des tampons accrochés au plafond avec du faux sang dessus. Et quand j'ai vu sa chambre, il y avait beaucoup de choses un peu bizarres comme ça. En fait, je trouvais ça super beau. Alors que bon, en tant que nana, je trouve ça crade. Mais là, c'était du faux sang, c'était du colorant. Mais c'était des vrais tampons. Et il en avait comme ça 3 juste au-dessus de son bureau. Et il avait plein de choses comme ça. Il y avait des photos, des cartes postales qu'il avait dû chiner dans des lieux vintage où il y avait des fantômes ou des gens où tu as 2 personnes et dans le reflet, tu vois qu'une personne. Des choses comme ça. Et moi, là, j'étais dans le mystère total. Et là, je me suis dit, c'est une relation que je veux, quoi. Enfin, c'est un mec qui me ressemble, qui aime ce que j'aime, qui est complètement barré. En fait, il fait des trucs qu'il aime et il en a rien à faire de ce que pensent les gens. Et ça me plaît. 2 mois après ce week-end, c'est lui qui est venu chez moi. Et c'est la personne la plus douce. Il est à l'écoute. Il est sans arrêt à l'écoute. Il est gentil. Il veut toujours faire le mieux pour nous, pour moi. On fait plein de choses ensemble. On a tellement de choses en commun. Enfin, on voyage un peu partout en France. On est à la fois complémentaires et à la fois des âmes sœurs. On s'écrit énormément de lettres aussi. Ça, j'adore. Il m'écrit tout le temps des lettres d'amour. Je crois que c'est le seul mec qui m'a fait ça. Il me parle toujours des moments passés et il me parle toujours du futur. J'ai envie de rester avec toi. On est bien ensemble, on s'est trouvés. Je t'aime, tu me manques. Alors ça reste bateau, hein. On va dire, ouais, c'est un peu cliché et tout. Oui, mais de sa part à lui. En plus, il a une écriture très particulière. Ses lettres sont très proches et très allongées. Donc ça fait un peu limite des notes de musique ou... c'est très bizarre. Mais ça me plaît aussi. Ça fait partie du personnage. Il est mystérieux jusqu'au bout, il est dans son monde un peu glauque et gothique à la fois qui me plaisent. Avec Camille, on adorait frôler la mort. Mais pour de faux, toujours pour de faux. Donc que ce soit sur le silo où on fait semblant de se jeter dans le vide, et en même temps, moi j'habite dans un immeuble et je suis au dernier étage. Et à chaque fois qu'on ouvrait la porte, quand lui venait et que j'ouvrais la porte, il tombait par terre. Comme si je venais de le tuer. Quand ma mère nous voyait, mais elle était là, mais vous êtes complètement cinglés. Mais on adorait faire semblant de mourir. C'était notre truc. En juin 2006, ça fait 11 mois que je suis avec Camille. Et un soir, après les cours, il débarque avec un pote. Donc moi, il n'y a aucun souci, hein, il peut venir à la maison avec qui il veut. Je suis toujours contente de découvrir ses nouveaux copains. Sauf que celui-là, je l'aime pas trop, en fait. Je le sens hautain. Vraiment, il me regarde de haut, comme si j'étais rien. Alors que là, je lui propose de boire un verre à la maison. Il répond à peine quand je lui demande son prénom. Thomas.
comme si on l'avait forcé à me répondre. Vraiment, ça le saoulait, mais totalement. Thomas, il est pas très grand. Il est blond, il a une tête assez carrée, une grosse mâchoire. Mais en même temps, il fait un peu flipper, je trouve. Il a un regard assez vide, mais très perçant. Tu sens s'il te regarde, il te juge tout de suite. Et en même temps, il a le regard baissé aussi. C'est très paradoxal. Il ressemble un peu de faciès à Heath Ledger, qui est beau gosse d'ailleurs, Heath Ledger, mais lui, pas du tout. Hein. C'est Camille qui me parle. Ouais, on va boire un verre avec Thomas. On revient plus tard. Je repasserai peut-être. Moi, je suis OK, pas de souci. Je pensais peut-être à la rigueur qu'ils allaient me proposer de venir avec eux. Mais là, non, Camille, il me propose rien. Il s'en moque un peu. Et puis, à peine 5 minutes, voilà, ils s'en vont. Le lendemain matin, j'envoie tout de suite un message à Camille en lui disant « C'est quoi ce pote ? Je trouve ça bizarre parce que je trouve qu'il te correspond pas. » Et puis Camille, il me dit « Non, mais tu sais, il est timide. Voilà, il osait peut-être pas, il était pas à l'aise. Moi, c'est mon pote de cours, on s'adore, on se ressemble beaucoup. » Bah non, vous vous ressemblez pas. Non. Il y en a un, il est gentil, ouvert, drôle, mignon, attachant. Et puis alors, il y a l'autre, il est froid comme un glaçon. Mais bon, c'est son pote, il fait ce qu'il veut. Moi, voilà, je m'en fous. Je le vois plus, le mec, ça me dérange pas. Mais bon, Camille, lui, continuera à le voir, malheureusement. Camille et Thomas, ils commencent à devenir inséparables. Et là, avec ce mec... Camille, il devenait un peu pédant, hautain. Et du coup, moi, ça me rend triste, quoi. J'aime pas du tout l'influence que Thomas a sur Camille. Ça, c'est une évidence. C'est vraiment le mec qui fait peur, qui est pas sympa. C'est un peu le Joker dans Batman. Joué par Heath Ledger, d'ailleurs. C'est un peu cette folie, mais juste du côté sombre. Pas l'humour. Et Camille, il devenait comme ça. Vraiment. Un soir, je vais chez lui et il prend sa douche. Bon, moi, je me pose et puis je veux faire un jeu sur le téléphone, sur son téléphone, parce que j'ai plus de batterie. Et je vois qu'il y a des codes que je connais pas. D'habitude, je connais son code, c'est ou une date de naissance ou une connerie comme ça. Là, je connais pas. Alors, une fois qu'il sort de la douche, je lui demande tu peux me donner ton code ? Et tout de suite, il est dans l'agressivité, mais il en est hors de question, non. Non, mais je voulais juste faire un jeu, t'excites pas, quoi. Et il me fait, bon, ok, je le déverrouille. Il le déverrouille. Je vois, il y a un deuxième code. Non, mais les gars, faut se calmer. Un code, je veux bien. 2 codes, 3 codes. Je sais plus quel portable c'était, mais 3 codes. C'est vraiment que là, il y a un truc qui va pas, quoi. Enfin, il me cache quelque chose. Alors, où est-ce que c'est Thomas ou est-ce que c'est quelqu'un d'autre ? Et du coup, bien sûr, on passe la soirée à se disputer. Pourquoi il y a un code ? Pourquoi il y a 2 codes ? Pourquoi il y a 3 codes sur ton téléphone ? Enfin, c'est pas normal. T'as un truc à me cacher ? Non, pas du tout, mais c'est mon intimité, mon téléphone. Bah oui, mais en fait, je suis là, Coco. Je fais partie de ton intimité aussi. Ça fait un moment qu'on est ensemble. On était amoureux, est-ce que je sache, non ? Et là, pendant des mois, ça va partir en vrille. J'ai l'impression qu'il m'échappe, j'ai plus aucun contrôle sur lui. Alors, je le contrôlais pas comme un robot, hein. C'était pas non plus un sextoy, hein. On est d'accord. Mais il me file entre les doigts. La relation qu'on a, elle est pas super longue, mais j'ai l'impression que ça fait 10 ans qu'on est ensemble. On se connaît tellement par cœur. Et là, en fait, il est encore dans le mystère. Mais c'est un mystère malsain que j'aime pas. Parce que c'est un mystère qui est contre moi, j'ai l'impression. À chaque fois qu'on se dispute, il me dit « Non, mais c'est toi qui exagères, je suis toujours pareil, tu vois pas. » Ouais, sauf que il y a quelques mois, tu me parlais pas comme ça. Donc si, t'as un peu changé, mec. Faut redescendre sur terre, là. On grandit, on est un peu évolué ensemble. Je vois très bien que t'es différent. Si t'as quelque chose à me dire, faut me le dire. Moi, je suis à l'écoute, je suis là pour comprendre. Je veux que t'ailles bien, je veux que tu sois bien. Mais il me dit rien. Tout va bien. Je ne peux pas rentrer dans sa bulle. Je suis ressortie, en fait. Un soir,
On est chez une de mes grand-mères, et en banlieue parisienne, et on se dispute. Et puis là, je décide de dormir par terre. Parce que justement, je veux lui montrer que je suis pas contente, quoi. Et je sens qu'il me parle avec dédain quand on est dans la chambre. On est dans le noir. Donc moi, je suis par terre, allongée. Et lui, il est dans le lit. Et bien sûr, je pleure. Et je lui pose plein de questions sur nous, sur notre couple, sur ce qu'il envisage. Et puis, il me répond pas. Et j'en ai ras-le-bol. Mais vraiment, j'en peux plus. J'en peux plus. Et là, ça monte. Et en fait, ma grand-mère, elle a plein de vieux bibelots. Et là, j'attrape un truc et c'est une paire de ciseaux. Mais tu sais, c'est la vieille paire de ciseaux d'époque, en cuivre, très pointue au bout, très longue. Et en fait, il me parle tellement pas que je l'attrape. Et je vois rien, je suis dans le noir. Et je donne un coup sur lui avec cette paire de ciseaux. Et je le fais signer, je lui rentre la paire de ciseaux dans le mollet. Alors pas totalement, parce que bien sûr, je vois rien, donc je me loupe. Et tant mieux, forcément, je regrette ce geste. Mais en même temps, parle-moi, quoi. Si je suis obligée d'en venir aux mains pour que tu me parles et d'en venir à la violence. Ok, la violence, elle fait partie de notre univers, mais de notre univers cinématographique, pas de notre vie. Bien sûr, il m'a traité de cinglé, de malade mental, de qui voulait partir et tout. Le lendemain matin, sauf que on est chez ma grand-mère, on va pas trop lui raconter ce qui vient de se passer. C'est vrai que je peux vite partir dans les tours, et là, vraiment, j'en pouvais plus, en fait. Et il y a un moment, je vais être violente, mais je vais être violente envers moi. Parce que je veux pas faire du mal aux gens, donc je vais préférer me griffer le visage ou me scarifier ou des choses comme ça. Mais pas pour me suicider, hein, juste pour peut-être me punir aussi, inconsciemment, d'un truc qui me convient pas. Les vacances de Noël viennent juste de se finir, et là, on entre en janvier, et c'est ce fameux lundi 8 janvier 2007. Je sors de chez moi pour aller au lycée. Comme d'hab, sur le chemin, on se croise et tout, et je lui dis « Mais t'es hyper à la bourre !» « Ah non, mais là, je dois juste aller chercher un billet à la gare, puis après je vais en cours. T'inquiète, c'est un cours pas très important. » Bon, ok, elle fait ce qu'il veut. Bon, à ce soir. Et puis l'après-midi, j'ai mon cours de sport, la journée se passe, etc. Je sors de sport, j'étais à la piscine, donc j'ai pas mon portable sur moi. Et là, je vois plein d'appels en absence de sa sœur et de sa mère. Et je vois un texto de sa sœur disant « Écoute, Camille est à l'hôpital, ne t'inquiète pas, il va bien. » Je panique un peu, donc tout de suite, j'appelle sa mère qui m'a appelée plusieurs fois. Et là, sa mère est en pleurs et me dit Camille s'est mise sur les voies de train et il a voulu mourir, quoi. Il a marché assez loin sur les voies et le train est arrivé. Sauf qu'en fait, il s'était mis sur les voies d'en face. Donc le train est passé à côté de lui. Alors, est-ce que c'était un appel au secours ou pas? Mais apparemment, il voulait vraiment mourir. Et moi, alors, quand j'ai appris ça, je me souviens, j'avais une toute petite tartelette à la fraise dans les mains. J'ai tout fait tomber par terre. Juste, je suis dans l'incompréhension totale. Je crois que j'ai réussi à voir Camille une semaine après. J'avais vu Thomas entre-temps. Et j'ai pas du tout aimé les mots de Thomas. Ah oui, et même dans ses messages, il me disait, de toute façon, on avait prévu autre chose, etc. Mais sans vouloir me dire les choses. Du coup, je l'ai joué un peu fourbe. Et j'ai un peu menti à Camille quand je suis allée le voir. Je lui ai dit, tu sais, j'ai vu Thomas. Il me fait, ah ouais. Et là, je sens qu'il est gêné. Il baisse les yeux. Je dis à Camille, tu sais, il m'a beaucoup parlé, Thomas. Il m'a dit tout ce qui était prévu. Mais ça m'a fait beaucoup de mal que ce soit lui qui me l'avoue et pas toi. Et là, il me fait, comment ça, il t'a tout dit?
Bah oui, il m'a dit exactement ce qui devait se passer. Mais je veux que ça vienne de toi. Je te demanderai que ça. Il m'a dit, bah oui, en décembre, on avait prévu de se tuer, enfin de se suicider ensemble avec une arme, une balle dans la tête. Et alors là, putain, c'était dur de faire comme si j'étais au courant. Et j'ai pris sur moi et je fais, voilà, pourquoi tu m'en as pas parlé? Pourquoi tu m'as pas dit que t'allais mal, quoi? Tu peux pas comprendre. C'est pas un monde fait pour moi. Et finalement, si lui, il a pas voulu se mettre une balle dans la tête, c'est juste que Thomas, lui, il avait peur. Il avait tout le temps peur et il reculait tout le temps. Ça, c'est ce qu'il m'a dit. Et ça, Thomas me l'avait pas dit. Enfin, de toute façon, il m'avait rien raconté. Donc, et que de toute façon, Camille, lui, il voulait mourir. On jouait toujours à faire semblant de mourir, et le fait qu'il veuille mourir avec quelqu'un d'autre, ça m'a pas plu. En fait, j'ai eu l'impression qu'il me trahissait par rapport à ça. Parce que, peut-être que je l'aurais suivi finalement, je sais pas. Parce qu'on parlait beaucoup de choses glauques, et notamment, on se disait toujours que si on devait se marier, ça serait fou que on soit dans l'église tous les deux pendus et que les gens arrivent, quelle réaction ils auraient. Et un jour, c'était un mercredi, je reçois un coup de fil d'un numéro que je ne connais pas. Une dame avec une très belle voix. Une voix d'une douceur, mais vraiment c'était... on sentait la bonté en elle. Elle me dit, oui, bonjour, je suis la maman de Thomas. Je suis hyper inquiète. Il va pas bien en ce moment. Je me suis permise de vous appeler parce que j'ai vu vos messages dans le portable de Thomas. J'ai regardé et je vois que vous êtes la copine de Camille. Comment il va? Moi, parce que Thomas va pas bien du tout. Il veut plus aller en cours. Il parle plus à personne. Il est renfermé. Je pense que ça serait bien qu'on l'interne aussi, quelque temps, pour qu'il se remette, parce que je pense qu'ils étaient très proches et qu'il vit très mal la situation. Alors moi, je lui dis clairement que oui, je pense que c'est une bonne idée. Après, Thomas, je vais pas lui dire « j'aime pas votre fils ». Je le porte pas dans mon cœur. Donc oui, je pense que je dis à la maman, je pense que le mieux, c'est d'effectivement de l'interner. Il va peut-être être que comme Camille, se soigner. Moi, je veux que Camille reste le plus longtemps possible en psychiatrie pour aller mieux. Je préfère qu'il reste 6 mois en psychiatrie et que quand il sorte, il soit bien dans son corps et qu'il soit bien dans sa tête. Donc forcément, je veux que pour Thomas, ce soit pareil. Donc voilà, très gentille, très à l'écoute, la maman. Et elle me fait merci beaucoup, ça me rassure, etc. Vraiment, mais un amour. Quelques jours se passent, à peu près une semaine. Je rentre chez moi et je reçois un coup de fil. Mais c'est un numéro masqué. Et c'est la police. Et en fait, la police me dit « Oui, bonjour, vous êtes bien Lou ?»« Oui, c'est moi. Écoutez, restez chez vous. » Comment ça ? N'ouvrez à personne, restez chez vous, je peux pas vous en dire plus. La police ne veut rien me dire et j'insiste un peu. Et là, ils me disent quand même Thomas s'est échappé de l'hôpital, il a fait des choses graves. Et n'ouvrez pas à personne, et surtout pas à lui. On sait pas où il est. Là, je me dis waouh, il a fait des choses graves. Il s'est barré de l'hôpital, quoi. Il a peut-être, je sais pas, tapé quelqu'un à l'hôpital ou je sais pas trop. Je suis un peu dans le doute, mais je suis quand même en contact aussi avec la maman de Camille. Donc j'appelle la maman de Camille, mon copain officiel, puisque on est toujours quand même ensemble, même s'il est interné. Et du coup, je suis toujours en bon terme avec sa mère. Donc je l'appelle et je lui dis oui, il y a la police qui vient de m'appeler, je comprends pas. Thomas a disparu de l'hôpital, qu'est-ce qui s'est passé? J'apprends que Thomas a juste fait un truc horrible. Il est rentré chez lui. Il a assassiné son petit frère et sa mère.
Et c'est tout ce qu'on me dit. Comment on peut faire ça, quoi? Et là, j'ai vraiment beaucoup, beaucoup pleuré. Et j'ai pas eu plus d'informations que ça. Et finalement, dans la soirée, vers 22h, toujours le même soir, j'ai la police qui m'a rappelé et qui m'a dit on l'a retrouvé. C'est bon, on l'a retrouvé dans la forêt, il y a eu les hélicoptères, etc. La description qu'ils m'ont faite de lui, c'était quelqu'un déjà plein de sang et avec un regard hagard, complètement vide et apeuré. Et en même temps, il n'avait pas l'impression de savoir ce qu'il avait fait. Alors moi, je suis extérieure à tout ça. Mais en même temps, je suis plongée en plein dedans aussi. Mais je vais avoir quelques jours plus tard des entretiens avec la police qui vont un peu m'expliquer ce qui s'est passé. Et aussi qui vont essayer de voir, moi déjà, si je vais bien dans ma tête. Et puis si je peux expliquer un geste pareil, quoi. Parce que il y a eu Camille et maintenant il y a Thomas. Finalement, je suis la seule personne qui est liée aux deux, qui a su qu'il y avait un problème chez Thomas. Et là, donc la police me pose pas mal de questions. Déjà sur mes goûts cinématographiques, de films un peu dérangeants, je dirais. Des films d'horreur, des films un peu macabres. Et ils essaient de voir si je suis pas un genre de... Si je suis pas une nana qui adore le cannibalisme. Ils me posent plein de questions sur certains films. Et non. Ah oui, ils m'ont posé une question, ça m'a un peu choquée. Mais bon, après, peut-être que d'autres personnes le font. Ils m'ont demandé si je me masturbais devant des films de cannibalisme. J'ai bien évidemment répondu non. À ce niveau-là, je suis plutôt normale. Mais ouais, ils m'ont posé plein de questions. Et après, ils m'ont aussi expliqué un peu comment ça s'était passé et comment il avait assassiné, qu'il y avait du sang partout, sur tous les escaliers, etc. Après, la police me fait comprendre, au bout de 2 heures d'entretien, que mon nom figurait sur une liste dans son portable avec d'autres gens. Mais ils n'ont pas voulu m'en dire plus. Ils m'ont juste dit qu'il y avait des gens un peu gros qui avaient une petite description à côté. Donc il y avait un prénom d'une personne et c'était marqué le gros lard à crever, que des choses comme ça. Moi, je sais pas du tout. Ils ont vu mon nom, mais je sais pas ce qu'il y avait. Après, c'est toujours l'enquête n'est pas terminée, blablabla. 10 ans après, j'en sais toujours pas plus. C'est peut-être pas plus mal d'ailleurs. Pour l'année du bac, c'est pas tip-top tout ce qui se passe. Donc ça m'a un peu perturbée, j'avoue. Entre les allers-retours au centre psychiatrique pour voir Camille, plus les entretiens de la police, les révisions, on va dire que c'était pas une année glorieuse pour moi. Du coup, bien sûr, j'ai repiqué. C'était un peu l'hécatombe. Bon, la deuxième année, j'ai eu mon bac, heureusement pour moi. Mais j'avais plus de nouvelles non plus de toutes ces histoires. J'avais essayé de prendre des distances. J'ai plus du tout eu de nouvelles de Camille. Je lui en ai plus donné, en fait. Je pense que c'est mieux. Pour lui comme pour moi. Et finalement, notre relation, elle s'est quittée comme ça. On s'est jamais dit qu'on se quittait. Mais c'était évident qu'on se quitte. C'est vrai que toute cette histoire, ça m'a un petit peu chamboulée. Ça m'a un peu changée dans le sens où... Oui, je pense que je me suis beaucoup plus renfermée sur moi-même qu'avant. Je fais beaucoup moins confiance aux gens aussi. Mais c'est vrai que je regarde plus du tout de films d'horreur. Je veux plus du massacre à la tronçonneuse, je veux plus voir de trucs comme ça. Et même au niveau de ma perspective pro, j'ai toujours voulu travailler dans le carcéral, mais quand je vois ce qu'a fait Thomas, en fait, ça me donne vraiment pas envie d'aider ce genre de personnes. Et puis je suis un peu éponge. Donc étant donné que j'ai vécu une histoire comme ça, est-ce que de rentrer
dans le monde du carcéral et d'écouter, est-ce que je vais pas prendre les choses trop à cœur et est-ce que ça va pas me détruire aussi psychologiquement? Voilà, je me suis dit que j'allais peut-être faire plus un métier sur ma passion. Je fais beaucoup de photos, donc c'était plus photo ou sur l'image aussi. J'adore le montage vidéo. Et laisser de côté un métier qui m'aurait certainement fortement passionnée, mais je pense qu'il est plus fait pour moi. Avec la photo, c'est vrai que je suis moins dans la vie des gens. Je pose le temps sur un instant T de leur vie ou un instant T de la vie d'un objet, mais je rentre pas dans leur vie. J'essaie de rendre beau un moment de leur vie, mais je veux plus rentrer dans la vie des gens comme ça et être lié d'aussi près à l'homme, à l'humain. C'était l'épisode 1 de la saison 2 de Transfert, signé Alexandre Moniol sur une musique de Pauline Thompson et avec un mix de Jean-Baptiste au bonnet. Nous attendons vos commentaires sur iTunes, plein d'étoiles, de partages sur les réseaux et de messages sur notre boîte mail et sur mon compte Twitter @chapudlewski et des messages audio comme celui de Benjamin dont nous parlions dans l'émission spéciale Coulisses de Transfert. Bonjour Transfert, je viens d'écouter votre émission sur les coulisses de votre podcast. Je suis le Benjamin de l'histoire de Jean-Claude Van Damme et du coup j'avais eu Alexandre au téléphone et du coup ça m'a fait beaucoup rire parce qu'en fait je me suis dit que si j'avais été à votre place ça aurait été pareil, j'aurais pas cru l'histoire parce qu'elle est un peu folle et qu'en effet vous n'aviez aucune façon de vérifier l'histoire et je suis pas du tout déçu que l'histoire passe pas parce que voilà, je vous comprends qu'il n'y avait aucun moyen de fact-checker et que c'est pas grave du tout. Mais du coup, ça m'a fait rire, ça m'a fait plaisir d'être quand même dedans. Et donc voilà, tant pis, l'histoire restera entre Alexandre et moi et Jean-Claude. Voilà, bonne journée à vous et en tout cas, c'est top. Podcast excellentissime. Continuez comme ça. Merci à Benjamin pour ce gentil message, pour ses compliments. Merci à vous tous et à très vite. Ce podcast vous a été présenté par audible.fr. Vous aimez les podcasts ? Vous allez adorer les livres audio. Cet été, plongez dans de nouvelles histoires avec l'application Audible. Que vous soyez polar, romance ou coaching, écoutez vos livres audio les pieds dans l'eau. Avec l'offre d'essai, le premier livre audio est offert sur audible.fr/slate.